Temps du mondial sur Sud Radio. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous du lundi au vendredi, ensemble jusqu'à 21h pour parler de l'actualité de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement aux États-Unis. Les Français sont toujours en lice. Rendez-vous contre le Paraguay, c'est demain soir à 23h, 8e de finale. Et pour parler de l'actualité du mondial, on est ensemble avec Jules Boscherini, journaliste Sud Radio. Bonsoir Jules. Bonsoir Joseph, bonsoir à toutes et à tous. On est avec François Manardo, ex-chef de presse de l'équipe de France. Bonsoir. Stop. J'arrête l'émission. On arrête l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est en train Elle est où la caméra? Il est en train d'enfiler un t-shirt. Cabo Verde. Ouais, il y a un Argentine-Cap-Vert qui se présente. Ça vient Ce soir, vous avez compris pour quel camp tu roules, exactement. Je roule. Cap-Vert du coup. Cabo Verde, un pays magnifique, allez-y. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'état de la part de François Manardo? Exactement. Là, il a mis c'est un au-delà du J'aurais dû le faire en Afrique du Sud, le coup d'état, t'as raison. Voilà, François Manardo qui donc va supporter le Cap-Vert contre l'Argentine parce qu'il aime ce pays. Exactement. J'aime pas trop les Argentins. J'aime bien leur foot, mais bosser avec eux, ça m'est déjà arrivé, c'est une horreur. Bosser avec eux et en plus les jouer dernièrement, ça nous a pas non plus véritablement. Alors que tes vacances au Cap-Vert étaient magnifiques, quoi. Exactement. Après, l'ex-chef de presse de l'équipe de France, on accueille l'ex de François Manardo. Pardon, c'est pas ça. Emmanuel Galasso, chroniqueur Sport Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Joseph, bonsoir à tous. Allez, j'espère que ma femme 2 secondes. Il va falloir que tu lui dises au bout d'un moment. J'ai fait aucun démenti, t'as remarqué. Exactement. Le sommaire de l'émission ce soir, forcément dans l'échauffement, comme d'habitude, les 24 dernières heures du mondial. Retour sur les matchs de l'Espagne, du Portugal et leur qualification. Et on va aussi revenir sur le Suisse-Algérie qui a vu l'Algérie sortir de ce mondial un peu piteusement. On va dire que les Algériens ne sont pas contents de la prestation de leur équipe. L'équipe de France-Paraguay, est-ce que ça va être aussi facile que contre la Suède? C'est pas si sûr que ça. J'attends avec impatience vos avis. Et Mbappé, il y a une pétition qui a été lancée pour dire pardonnez-moi Kylian Mbappé. Ce sont tous les repentis de Kylian Mbappé qui le trouvent extraordinaire sur ce début de Coupe du Monde. Est-ce que c'était votre cas avant que vous critiquiez potentiellement Kylian Mbappé? Est-ce que vous avez changé d'avis? C'est la grande question. C'est la grande question et on va voir si vous aussi vous retournez vos vestes ou si vous attendez ou tout simplement si vous êtes un défenseur de Kylian Mbappé et que vous n'avez jamais douté. Pardon? Vous dites la vérité, monsieur Ruiz. Exactement. Les gens qui retournent leur veste. Qui retournent leur veste. Donc on va voir. Bon, j'ai l'impression que François Manardo rajoute des t-shirts, mais il ne tourne pas sa veste. Donc tu vas avoir chaud par contre, François. Il fait chaud dans le studio. Non, ça va aller. Bon, très bien. Allez, j'espère que t'es chaud. Parce qu'à la fin de l'émission, en plus, trop froid à dire, on va revenir sur le but refusé à la Croatie d'un cheveu contre le Portugal. Et ça va être le penalty de François Manardo. Vous me parlez à moi? Ouais, c'est pas. Et vous filez un mauvais coton. C'est la fin de la semaine. Il est temps que vous partiez en week-end, monsieur Ruiz. Ça te serait pas arrivé, ça c'est sûr. Non, en fait, si vous avez juste la même coupe que moi, il vous aura pas la même saucisse qu'il est arrivé au Croatie. Exactement. Allez, on revient sur les 24 dernières heures de la Coupe du Monde. C'est parti. Les tontons du mondial. L'échauffement. On a les derniers 16e de finale qui se jouent ce soir et cette nuit. Australie-Égypte 20h, Argentine Cap-Vert, c'est à minuit et Colombie-Ghana à 3h30 demain. On aura donc exactement le tableau des 8e de finale et ils vont démarrer dès samedi soir avec Canada-Maroc et avec notre France-Paraguay qu'on attend avec impatience à 23h. Hier, on a eu des super matchs cette nuit aussi. En commençant donc par la qualif de l'Espagne, on dira facile contre l'Autriche 3-0. L'Espagne qui s'est vraiment baladée, Manu, c'est le match qui t'a particulièrement marqué avec un Oyarzabal assez intéressant finalement. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match des Espagnols? L'Espagne que je place en favori depuis le début de cette compétition, qui est en balade de santé, qui a confirmé hier face à l'Autriche, qui est pas une mauvaise équipe. Loin de là, l'Autriche qui m'avait notamment impressionné face à l'Argentine et face à l'Algérie. L'Espagne en balade de santé. C'est-à-dire que les mecs déroulent, ils sont sûrs d'eux. Ils sont aussi sereins que Gérard Larcher devant un plateau de fromage. Ils savent à l'avance ce qu'ils vont faire. Ils tremblent pas, quoi. Et je trouve que ils sont même sur un espèce de faux rythme où ils laissent l'impression d'en avoir encore sous le pied. L'Espagne, c'est 0 but encaissé depuis le début de cette compétition. C'est solide. Voilà, je suis vraiment impressionné. Et comme je te dis, contrairement à nous qui sommes magnifiques, mais
pied au plancher sur l'autoroute. J'ai l'impression que l'Espagne, ils sont en balade de santé, trottinette sur un chemin de campagne, et que t'as raison, Oyarzabal, qui joue en faux numéro 9, qui est pas son poste de prédilection, c'est pas son poste à la Real Sociedad, il paraît être au bout d'une chaîne parfaitement huilée, qui est la chaîne collective. Je vois pas de faille dans cette équipe, et même si c'était l'Autriche, je répète qu'il n'est pas une mauvaise équipe, je pense qu'ils vont monter petit à petit dans cette compétition. J'ai hâte de voir le Espagne-Portugal. Je pense que le Portugal peut beaucoup les embêter. Il faut pas sous-estimer le Portugal, vraiment pas. C'est l'équipe peut-être qui peut plus les embêter. Effectivement, en 8e, ça va être extraordinaire. Je sais que c'est la fin de la semaine, mais t'as bien dit, on a bien entendu que l'Autriche t'a impressionné, c'est ça? Ouais, exactement. Non, je trouve qu'en match de poule, je parle des matchs de poule. En match de poule, 0-2 contre l'Argentine, un 3-3 arraché à la dernière seconde contre l'Algérie, une victoire, ils ont écrasé la Jordanie. Non, et puis même hier, quand tu regardes le match, t'as de quoi être impressionné, hein, parce que l'Autriche, le gardien a été monstrueux. Bon, il se prend 3 buts, mais quand tu vois son match, tu te dis, mais qui est ce gardien? Il joue à Salzbourg, on le connaît pas, et finalement, c'est là qu'il s'est révélé. Mais je reconnais. Je reviens sur l'ironie de mon cher François Manardo que j'aime. Il n'a pas totalement tort. Non, mais je trouve que l'Autriche. Par l'Autriche. Tu vois, t'as le t-shirt du Cap-Vert, je préfère prendre le Cap-Vert que l'Autriche. J'ai pas amené le t-shirt de l'Autriche, je suis désolé, on peut faire une battle vestimentaire toi et moi. Sur ton impression des Autrichiens. Je trouve que c'est une équipe qui a posé des difficultés, tu l'as dit, à l'Algérie, on en reviendra, je crois que c'est Jules qui en parlera, ce qui est pas une grande équipe de l'Algérie. Il y a eu match nul, ouais. Mais je trouve qu'en phase de poule, oui, il y a eu par séquence, j'ai vu des choses du côté de l'Autriche, où là, il y a eu 0-0-0. Sur face à l'Espagne, les mecs sont pas sortis de leur de toute façon, ils sont plus là. Tout simplement parce que l'Espagne a été fort. Une petite pensée pour Oyarzabal, effectivement, qui n'a même pas été élu homme du match. Et Lamine Yamal, je crois, c'est le meilleur espagnol presque depuis le début de la compétition. C'est vraiment des récompenses. On a du mal des fois à comprendre. Match de fou entre le Portugal et la Croatie. Qualif du Portugal 2-1 avec un but de Gonçalo Ramos, l'incroyable super sub qui a le même rôle en sélection qu'au PSG. 94e minute et un but refusé à la VAR de Gvardiol pour la Croatie. Du coup, François, c'est toi hein, qui a choisi ce match-là parce que les Portugais. Non, c'est pas toi. Toi, c'est l'Algérie. C'est vraiment la fin de la semaine, ouais. Exactement. C'est l'Algérie tout à l'heure. Monsieur. Ça, c'est mon pénalty, c'est la fin de l'émission. Le conducteur, il faut lui refaire peut-être. C'est pour ça que j'ai été induit en erreur. Mon cher Jules, c'est toi qui as choisi ce match du Portugal. Bah ouais, tout à fait, parce qu'on était un peu déçus quand on voyait le début de compétition du Portugal. Là, le fait de les voir gagner, même s'il y a ce fait de jeu avec le but qui a été refusé pour un cheveu, bon, c'est comme ça, c'est la technologie, on en reviendra plus tard. Mais aussi Cristiano Ronaldo hier qui marque, qui a un but refusé. Bon, c'est peut-être pas au même niveau que Erling Haaland, Mbappé, Messi, mais le fait de voir un joueur de 41 ans qui est là, alors qu'on disait qu'il était fini, moi je suis désolé, c'est satisfaisant. Voir un des meilleurs joueurs de l'histoire du football qui continue de répondre au présent en match à élimination directe, peut-être que c'est de bonne augure aussi pour le Espagne-Portugal qu'on va avoir en 8e. Ouais, et d'ailleurs sur le but qu'il a de refuser, il a une belle finition présent. Il est très beau son but. Son lob là. Ouais. Mais par contre, quand il est sorti, il a toujours eu quand même le petit. Il le sort tôt, hein. Ouais, il le sort à 80e. C'est du Ronaldo tout craché. Il a jamais apprécié sortir du terrain. Il a envie de jouer, même à 50 ans, 60 ans, il aura envie de jouer, de continuer à courir avec les jeunes, mais il pourra pas. Donc c'est juste la suite logique qui sort. À un moment, il a apporté ce qu'il avait à apporter. Mais personne s'y attendait. Moi, j'avoue que il peut plus faire 90 minutes aujourd'hui et encore moins 120 minutes. Ou alors dans quelles conditions? Et là, il en a même pas fait 80. Il est sorti à la 81e. Non. Si, je t'assure. Si, je t'assure. Mais tout le monde imaginait que ça allait être Joao Neves ou Rafael Leao qui allait sortir. François Bernardo, il ne me croit pas alors que j'ai vraiment la feuille de match sous les yeux. À la 81e. Non, mais moi j'ai dû le regarder en pleine nuit, c'est pour ça. On a pris la notion du temps, mais ça je peux pas t'en vouloir. Non, mais du coup le Portugal qui passe, alors la Croatie qui est restée un peu dans son camp en début de match. Et c'est vrai que quand ils sont sortis, ils ont été intéressants. Bon, peut-être qu'il aurait fallu sortir un tout petit peu plus tôt. Élimination en revanche de l'Algérie 2-0 contre la Suisse avec un sélectionneur Vladimir Petkovic qui prend très cher, mon cher François Manardo. Oui, mais plus globalement, même s'il y a encore 3 équipes africaines qui sont en lice et qui vont s'aligner ce soir contre donc l'Australie, l'Argentine et puis la Colombie. Moi, j'ai trouvé que quand la marche commence à être un peu haut, ils n'ont pas trouvé l'oxygène nécessaire. Ils n'ont pas trouvé surtout l'expérience et la maturité pour gérer des matchs qu'ils avaient plutôt en main, sauf l'Algérie évidemment, plutôt en main, et on l'a vu avec le scénario de la République démocratique du Congo, avec la Côte d'Ivoire qui avait égalisé mais qui ensuite a laissé passer le match, et puis évidemment tout le monde a en mémoire le match du Sénégal. C'est pas forcément la faute des joueurs. Là, je trouve que les sélectionneurs qui étaient sur les bancs, comme leurs joueurs quand même, ont manqué d'une certaine expérience
à ce niveau de la compétition, quand vous arrivez à avancer dans une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chose et c'est bien. En revanche, la Coupe du Monde, c'est évidemment, j'enfonce une porte ouverte, l'étage au-dessus. Et là, je pense que les 9 qualifiés ou les 8 qualifiés sur 9, là, ouais, ça manque suffisamment de repères. Alors peut-être qu'ils apprennent et qu'ils reviendront avec plus de maturité, si c'est les mêmes qui reviennent dans 4 ans. Parce que Vladimir Petkovic pour l'Algérie, ça risque d'être très compliqué. Papio avec le Sénégal, il a re-signé pendant la Coupe du Monde son contrat, c'était un peu particulier, mais vu ce que Pape Gueye, l'un des cadres du vestiaire, a dit, je suis pas certain qu'effectivement Papio soit de retour sur le banc du Sénégal. Et on verra pour Emers Faé, notamment pour la Côte d'Ivoire, parce que ce sont notamment Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est un peu les deux nations avec l'Algérie où on se dit ils auraient peut-être effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet autour des entraîneurs. L'Algérie avait eu le même problème pendant la CAN avec des choix où ça paraissait assez évident pour tout le monde. Il y avait des choix d'hommes qui n'avaient pas été faits. Moi, j'ai l'impression que les nations africaines profitent en termes de progressent en termes de talent, mais c'est vrai que les sélectionneurs sont pas à la hauteur. On a l'impression que les sélectionneurs ne valorisent pas suffisamment les talents présents, et Petkovic, c'est l'exemple parfait. L'Algérie, c'est l'exemple parfait d'une nation qui ne manque pas de talent, mais qui manque peut-être de management, de leadership et de choix forts. Oui. Et politique parfois. Et en tout cas, je vous coupe juste pour vous dire que l'Égypte vient de marquer justement contre l'Australie. Contre l'Australie. Exactement, donc un but de Deman Achour, 28 ans, l'attaquant de d'Al-Ahly, qui lance le match. Ça vient de commencer. Ouais, exactement. Joseph. C'est la 14e minute. Alors c'est une équipe asiatique en face, mais on va voir s'ils arrivent à tenir un résultat. Parce que c'est aussi ce qu'on a vu, c'est renversement. Ouais. Comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs en phase de poule contre l'Allemagne, qui mène au score et qui il y a quand même une classe d'écart entre l'Égypte et l'Australie sur le papier en tout cas. Ouais. Donc suivant une certaine logique, l'Égypte devrait ne pas. Après une classe d'écart. Après on sait que ça a plus ou moins d'intérêt, mais l'Égypte est 29e nation à la FIFA et l'Australie est 27e. Donc voilà. Ouais, mais sur cette Coupe du Monde, on a l'impression laissée. L'Égypte est une nation qui peut être effectivement assez solide. Allez, restez avec nous. On a terminé ce tour du mondial des 24 dernières heures. On va passer dans quelques instants à l'antenne de Sud Radio et des tontons au débat qui véritablement fait s'écharper à peu près tous les Français. Si on en met 4 dans une pièce, il y en a 4 qui ont des avis différents. Mbappé a-t-il déjà fait taire ses détracteurs? À tout de suite sur Sud Radio. 20h-21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. Mbappé a-t-il déjà fait taire tous ses détracteurs? 6 buts dans ce mondial pour l'attaquant de l'équipe de France. Personne ne fait mieux à part Lionel Messi, bien évidemment. C'est la question qu'on se pose avec Jules Boscherini, François Manardo et Emmanuel Galasso. Les tontons du mondial, le coup d'envoi. On le rappelle, Kylian Mbappé, cette saison, c'est 44 matchs sous le maillot du Real Madrid. Il a marqué 42 buts. Il a fait 6 passes D. On faut le rappeler aussi. Bon, c'est pas énorme, mais il en a quand même fait. Il a aussi terminé en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions, mais une saison blanche en termes de palmarès. Alors, juste avant d'avoir un peu vos avis sur le côté retournement de veste ou pas, ce qu'on pense de ce mondial, c'est juste savoir est-ce que vous avez fait partie cette année des détracteurs de Kylian Mbappé. Alors Manu, pour le coup, toi, ça a été filmé, ça a été publié sur les réseaux sociaux, il y a des preuves, on connaît un peu ton avis, mais peut-être que tu peux le rappeler. Oui, moi mon avis c'est simple, j'ai même des personnes qui me DM là depuis le début de la Coupe du Monde, qui m'envoient des messages pour me demander de signer la pétition. Exactement. Ils me demandent de signer la pétition pour m'excuser auprès d'Mbappé. Mon propos, il était simple avant la Coupe du Monde. Je disais que si Mbappé n'était pas à 100% physiquement, ce qui était le cas à ce moment-là, et s'il n'était pas prêt à rentrer dans une psychologie où il mettait le collectif avant tout, on pouvait se passer d'Mbappé. Pas ne pas le sélectionner, mais en tout cas qu'il fasse un tour sur le banc, parce qu'on a suffisamment de talent autour de lui pour compenser cette absence. J'ai pas foncièrement changé d'avis sur ça, parce que je pense qu'on sera à 4 victoires en 4 matchs sans Mbappé sur ce début de Coupe du Monde, mais je reconnais aisément qu'il fait un super début de Coupe du Monde, il a pris le pli, en tout cas défensivement, il est dans l'investissement, il est présent, il a pris son rôle de capitaine à cœur. J'espère aussi qu'il sera toujours aussi buteur à partir des quarts, demi et finale quand on affrontera des cadors, parce que c'est aussi là que les grands joueurs doivent répondre présence et dans les grands moments. Mais c'est la différence avec Sandrine de la Conta et Hervé le Plombier, c'est qu'ils se réveillent tous les 4 ans pour suivre le foot à la Coupe du Monde et se faire un avis. Moi, je fais partie de ceux, et je suis pas le seul à suivre Mbappé depuis 10 ans, depuis ses débuts à Monaco, à le suivre en championnat, en club tous les week-ends. Et faut être clair, sur ses dernières saisons au PSG, ses 2 dernières saisons au Real, c'est pas un grand Mbappé sur le terrain et en dehors, c'est un Mbappé qui a douté. Alors là, il est dans une parenthèse magnifique, une parenthèse enchantée pendant cette Coupe du Monde. Je souhaite qu'elle dure le plus longtemps. Je suis pas convaincu que le mariage avec Mourinho va être magnifique à son retour. Donc,
chapeau Mbappé, ce qu'il fait c'est très beau, mais je précise quand même parce que il y a de l'hystérie un petit peu partout. Je ne déteste pas Mbappé, je n'adule et je ne déteste personne. Ce principe-là je trouve que on peut pas penser quand on est passionné, et il y a beaucoup de gens passionnés sur les réseaux sociaux. Je ne le déteste pas, je reconnais qu'il fait un super début de Coupe du Monde, mais je retournerai pas ma veste par rapport à ce qu'il a fait. Pas encore. Par contre, j'admets une chose, c'est qu'il est aussi fort qu'il était il y a 4 ans à la dernière Coupe du Monde, donc c'est sans doute un joueur de sélection et sans aucun doute un joueur de grande compétition et de Coupe du Monde, et ça je l'admets complètement. Alors voilà pour l'avis d'Emmanuel Galasso. Est-ce que avant d'ouvrir le chapitre Coupe du Monde, François, tu peux nous dire ce que tu pensais de la polémique Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde, je dis bien, et finalement de sa saison. À quelle note finalement sur 10 tu as mis à la saison de Kylian Mbappé? La note que... Moi, j'aime pas jouer à Jacques Martin dans l'école des fans et mettre des notes, mais si vous voulez qu'on joue à ça... Non, mais t'es pas obligé de mettre une note. 7-8 sur 10, quoi. Après, la polémique, c'est le jeu des médias. Pour moi, c'est de la littérature. Je sais reconnaître, au-delà d'un grand joueur, un champion quand j'en vois un. J'en ai fréquenté, j'ai bossé avec certains qui sont des grands champions dans l'histoire de ce sport. Moi, j'ai pas bossé avec Kylian Mbappé, mais voilà, peut-être par ma petite expérience, j'arrive à reconnaître qu'il fait partie de cette caste-là, qui se compte sur les doigts d'une main. En équipe de France, j'en ai eu 2 qui étaient... alors, pas j'en ai eu, mais j'ai bossé avec 2, qui étaient Thierry Henry et Patrick Vieira. C'est des athlètes différents. Ils ont des psychés différentes de celles des nôtres, là, autour de la table. Et il est de ce bois-là. Donc moi, ces polémiques, je les comprends parce que je sais comment fonctionnent les médias. Je respecte ça aussi un peu. Après, ça m'intéresse absolument pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est de la littérature. Oui, non, mais après, au-delà, ok, sur la polémique, et après, en termes de niveau de jeu, t'étais du coup globalement satisfait par le niveau de jeu de Kylian Mbappé. Parce que c'est ça le truc, c'est juste savoir est-ce que par rapport à ce qu'il fait sur la Coupe du Monde. Non, mais sur sa saison réelle, entre sa saison réelle et là. Tu as quand même un niveau de jeu. Il y a eu un peu des hauts et des bas. Il était à la Coupe du Monde des clubs avant. On va pas refaire toute la saison 2025-26. Cette année avec le Real, elle est bonne pour lui. Elle est moyenne, très moyenne pour le Real, et il est pas. Voilà. Moi, j'ai mon expérience. Il peut pas être tenu seul responsable, même si encore une fois, il est mis en avant parce que c'est un joueur de niveau mondial, pas seulement international, de niveau mondial. Donc c'est le cran ultime et qu'on attend beaucoup des surdoués. Mais moi, je mords pas à cet hameçon-là, quoi. Ok, alors Jules, on va avoir ton avis dans quelques instants, mais du coup, vous allez peut-être, en tout cas, tu as dit que non, Emmanuel, de ton côté. Je pense que de ton côté, François, tu n'as même pas besoin d'ouvrir et de cliquer sur la page de cette pétition dont tu as commencé à parler, Manu. Mais quelle est cette page? Alors, voilà, ça s'appelle Kylian, pardonne-nous. Et il y a déjà presque 60 000 signataires. Non, d'ailleurs... c'est pas des signataires, c'est des repentis, comme le dit la pétition. Et dans cette pétition, vous pouvez connaître votre degré de culpabilité par rapport à Kylian Mbappé. Il y a 18 phrases et vous cochez celles que vous avez prononcées. Voilà. Donc c'est Kylian, j'ai dit que je te voulais pas sur le terrain. Kylian, j'ai dit que t'étais pas assez technique. Kylian, ceci, Kylian, cela. Et en fonction, le degré monte, voilà. Et vous êtes plus ou moins coupable. Et il y a même une petite chanson qui s'accompagne de la pétition, on l'écoute. Pardon, Kylian, pardon pour tous les mots qu'on a lancés en vain. T'es le plus beau, c'est certain. On était jaloux, on était mesquins. Pardon, Kylian. C'est extraordinaire. C'est Eric Blanc qui chante. Il a fait ça pour les tontons. On le remercie. C'est une vraie performance. On était jaloux, on était mesquins. Et un truc que j'ajouterais, c'est qu'on était très français. Ah oui, c'est vrai. Après, ils sont très les Espagnols aussi. Non, mais être dur, c'est une chose. Être dur contre
t'es grand champion, t'es champion parce que c'en est un. Ça, c'est très tu penses qu'ils auraient été différents? Non, je pense pas, je le sais. Non, mais je veux dire, ils auraient été différents avec les Espagnols. Parce que les médias espagnols ont été presque plus durs avec Kylian Mbappé que les médias français. Espagnols, ils jouent le jeu de qui est pro Barça et qui est pro Real. Mais Joseph, c'est marrant que tu fasses le lien entre les deux, parce que cette pétition dont tu parles d'Mbappé, elle fait réponse à celle en Espagne qui était Fuera Mbappé, qui veut dire par Mbappé, on veut plus de toi. Et les deux, quand même, évidemment, il y a un gros fond humoristique, faut pas se mentir, c'est pas que du premier degré. Ça, c'est il y a beaucoup de légèreté autour. La pétition de Mbappé en Espagne, elle a été signée 1 million de fois et il y avait beaucoup de bots. Bien sûr. On sait pas vraiment quel chiffre est juste présent. Très vite, par rapport à Kylian Mbappé qui rate son penalty contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021. Le tombeau d'insultes à caractère raciste qui s'est pris dans la gueule. Après, il y a la haine et la connerie des réseaux. Voilà, non, mais ça participe à pas seulement retourner sa veste, c'est-à-dire un peu raconter n'importe quoi pour faire le buzz, mais quand il faut voilà, et on le condamne, bien évidemment. Verser des seaux de haine, il risque de les trouver si par malheur ça rigole pas demain soir. Ah, ça c'est sûr. Et qu'il en est peut-être malheureusement pas que lui, malheureusement. Pas le seul. Exactement. Jules Boscherini, est-ce que tu vas la signer cette pétition? Je vais la signer et j'ai même déjà préparé mes réponses comme tu peux le voir. Sur les 18 propositions, j'en ai coché 4 et j'ai dit que Kylian ne courait pas, méritait le banc, était arrogant et jouait perso. Parce que il y a un moment avant la compétition, effectivement, je faisais partie de ceux qui pouvaient vouloir un peu agacé et vouloir le voir juste une fois sur le banc, qui comprennent que ça le pique dans son ego et que finalement ils se disent bon, je suis en équipe de France, on en revient à ce que je disais la dernière fois avec la mesure du capitanat, c'est-à-dire que Mbappé est capitaine, les efforts il doit les faire, c'est lui qui doit mener son équipe et si on veut être champion du monde, ça passera par un grand Mbappé qui est notre numéro 9 et qui, comme tu l'as dit Manu, est un joueur de grande compétition. On l'a vu en 2018, on l'a vu en 2022, on le voit en 2026. À chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, c'est pas le même Kylian Mbappé qui arrive. Donc oui, je vais la signer et je m'excuserai pour Kylian Mbappé. Mais en quoi il t'a convaincu du coup sur cette Coupe du Monde? Dans son jeu, déjà les replis défensifs, le fait de le voir faire enfin ces replis défensifs qu'on attendait, ça montre qu'il se met au service du collectif. Le fait de le voir marquer, qui marque du pied gauche, du pied droit, qui marque de l'extérieur de la surface, il est dans tous les bons coups. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe de France en Coupe du Monde, si Kylian Mbappé est dans un bon jour, elle sera dans un bon jour. Pourquoi cette injustice? Pourquoi on n'a pas demandé à Zidane, à Platini, je le mets dans cette catégorie, à Djorkaeff, de faire des replis défensifs? Ça a été un truc qu'on a sorti il y a un mois dans les médias français. Ah ouais, il revient pas défendre. C'est lui qui fait gagner les matchs. Pas depuis un mois. C'est pas quelque chose qu'on sortait depuis un mois. Le football, il a changé. C'est une saucisse. Et on avait d'autres images de joueurs. On va prendre au PSG l'exemple d'Edinson Cavani qu'on voyait traverser tout le terrain à grandes enjambées. Bien sûr, non, mais c'est pas les mêmes joueurs. Mais à partir du moment où il y a un joueur qui vient faire ses replis défensifs, permets-moi de comprendre la demande des entraîneurs de dire je veux que tu fasses les replis défensifs. Surtout tu cites Zizou et Platoche, le foot a changé, c'est Mbappé qui le dit lui-même. Aujourd'hui, on demande à chaque joueur d'être investi et un Messi, s'il arrivait à 17-18 ans avec le talent qu'il a, on lui demanderait aussi de faire les efforts défensifs. Donc le talent, contrairement à avant, on peut le regretter ou pas, ça ne t'empêche pas de les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Il y a 3 lignes, enfin même 4 quand on compte la ligne du gardien, mais il y a 3 lignes de joueurs de champ dans le football. Lui, c'est la première ligne parce que c'est un attaquant. Tu peux plus jouer à 10 aujourd'hui. Tu peux pas, effectivement, non, mais tu peux avoir 9 joueurs qui se replient ou 8 qui se replient. Là où ça commence vraiment à être problématique, c'est quand il n'y a que 6 qui reviennent. Ce qui avait le cas du Paris Saint-Germain, quand il y avait Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé, et que Mbappé, il voyait qu'il y en avait 3 qui marchaient, et il disait, bon, moi je vais pas courir pour eux. En fait, on oublie la parenthèse PSG, mais ce truc du repli défensif. Neymar plus lui. C'est un truc du repli défensif, pardon, mais c'est de la flûte. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la culture de l'instant, en fait. Parce que là, ils sont en train de faire une pétition, désolé Mbappé, on t'a mal jugé. S'il revient au Real, qui fait 3-4 mois fantomatiques, ils vont refaire une pétition, désolé Mbappé. Si on n'est même pas champion du monde. Ou si on n'est pas champion du monde. En fait, il y a une espèce de culture de l'instant où il y a des dynamiques. Voilà, Mbappé, il a fait un début de carrière exceptionnel où, voilà, j'étais fan du joueur. Moi, j'ai aucun souci avec lui. Je le trouvais incroyable. Et il est, depuis 2022, donc depuis la Coupe du Monde, depuis la Coupe du Monde au Qatar, je trouve qu'il est sur une autre dynamique, plus descendante. Alors, faut pas tous les 1 mois, 2 mois changer de position radicalement. On peut revenir sur une ou deux choses, mais il y a cette espèce de culture de l'instant. Les mêmes qui le défonçaient il y a 2 mois vraiment excessivement. Aujourd'hui, le mettre sur un trône, je trouve que voilà, il y a un manque de mesure. Il y a un manque alors c'est pas propre qu'à Mbappé, mais je trouve ça un peu désespérant. Et je te dis, les mêmes qui aujourd'hui signent cette pétition te défendront l'avis complètement inverse dans 3 mois. Alors après, si Mbappé fait fermer complètement les bouches, moi s'il met 3 buts, doublé, triplé, quart, demi-finale et qui nous porte sur la Coupe du Monde, je serais le premier à dire, oui, j'ai dit une connerie en disant qu'Mbappé devait aller
potentiellement cirer le banc, parce que Mbappé qui était même pas à 100%, il survole, donc je serais le premier à le dire à ce moment-là. Au-delà des replis défensifs, parce que t'as raison François, en soi, demander à un attaquant de faire des replis défensifs, bon, alors, on imagine que ce n'est pas le seul sur ce globe et dans le monde du football qui a un attaquant qui fait pas de retour défensif. Non mais revenir un peu, ok, mais après le mettre sur le banc. Alors moi je l'ai connu cette situation. Alors je l'ai connu avec un grand champion que j'ai cité, Thierry Henry. Le sélectionneur avait décidé de le prendre, et de le mettre, merci de le nommer, et de le mettre sur le banc. Est-ce que ça nous a servi à quelque chose? Alors il a pas pourri le vestiaire parce que c'était pas du tout sa personnalité, il devenait pas leader négatif en étant sur le banc, mais il entrait en cours de match. Moi j'ai vu les scènes où il était pas avec nous. François. Et tu ne peux pas garder ces gars-là. À ce moment-là, si tu le mets sur le banc, mais c'est une erreur magistrale de management. Il vaut mieux pas le prendre. Ouais, mais Luis Enrique avait non, mis mais attends, le club et la sélection, c'est pas la même chose. Non, mais juste pour répondre sur Thierry Henry, c'est 9 mois. C'est pas toi que je vais l'apprendre. T'étais sur le terrain, enfin, au bord du terrain, dans le staff à ce moment-là, dans l'environnement. Quand Domenech appelle Henry en 2010, il lui dit tout de suite, 33 ans Henry à ce moment-là, il vient de gagner sa Ligue des Champions au Barça, il a qu'une envie, c'est de partir à New York, et il va le faire quelques mois après. Il dit tout de suite à Henry, Vas-y. oui, il dit tout de suite à Henry, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'un joueur d'expérience. Il veut pas le prendre, hein. Non, Manu, il veut pas. C'est lui qui appelle Henry. C'est lui qui appelle Henry. Non, attends, Manu, alors, il va à Barcelone pour lui dire qu'il va pas le prendre. Et il le prend. Il le prend parce qu'il se passe quelque chose entre quatre yeux à Barcelone. On saura peut-être jamais tant que Thierry voudra pas expliquer ce qui s'est passé, ni d'ailleurs le sélectionneur. Henry, il accepte. Il rentre à Paris parce qu'il a prévenu tout le staff, enfin les coachs adjoints. Il dit j'y vais parce que je le prends pas. Et il rentre à Paris après l'entrevue à Barcelone en disant finalement je le prends. Mais oui, mais tu peux pas comparer ce Henry-là, 33 ans, fin de carrière, pré-retraite aux États-Unis. Exactement. On peut pas. Exactement, Manu. C'est pour ça que les tous se font déclin. Après, dans l'idée de mettre sur le banc un joueur et que ça marche. Oui, mais j'entends. Non, mais Joseph, tu mets plus difficilement un Mbappé, 27 ans, attaquant du Real, sur le banc, dans sa dynamique-là, qu'un Henry, 33 ans, en pré-retraite, prêt à partir à New York. Il faut pas le mettre sur le banc. Faut pas le prendre. Mais derrière, il arrive avec quel état d'esprit, Henry, quand finalement il est pris, mais que il voulait pas le prendre. Ah, mais moi, je peux vous le dire, l'état d'esprit, parce qu'il me le partage. Enfin, il le partage avec moi. Il me dit, il faut pas compter sur moi, les gars. Hein. Il faut plus compter sur moi. Donc ça marche pas. En fait, évidemment que ça marche pas parce que vous avez des champions. Les champions, ils sont quand même escortés par quelque chose aussi qu'on peut. Alors là, nous, parfois, on peut les avoir, surtout dans les médias. C'est un ego surdimensionné et que l'ego et le banc de touche, ça fait un très mauvais cocktail. Ouais, effectivement. Ok, bon bah voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça va passer au-delà de 60 000 repentis cette pétition pour Kylian Mbappé. En tout cas, il sera bien là contre le Paraguay, l'attaquant de l'équipe de France, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est demain à 23h et on va en parler tout de suite parce que c'est aussi un match historique. À tout de suite à l'antenne de Sud Radio dans les Tontons. 20h-21h, les Tontons du Mondial. Avec Impulse qui accompagne les champions jusqu'au sommet. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sudra de Joseph Ruiz. Les Tontons du Mondial ensemble jusqu'à 21h et on attend avec impatience le 8e de finale des Bleus France-Paraguay. Et ce match va-t-il être aussi facile que celui contre la Suède? C'est l'heure de la pause fraîcheur dans les Tontons avec Jules Boscherini, François Manardo et Emmanuel Galasso. Les Tontons du Mondial, la pause fraîcheur. France-Paraguay, du coup, samedi 23h, c'est à Philadelphie. D'ailleurs, il va faire très chaud. Hein. On annonce quelque chose comme 35 degrés plus l'humidité. Donc, en ressenti, ça peut faire 40 degrés. Ça va être un des éléments assez intéressants pour analyser le match ensemble. Mais qui dit France-Paraguay dit commentaire de Thierry Gilardi un soir de juillet 98. Et on avait envie de se le refaire. Allez, on écoute. Une prise de risque peut-être de Pires. Il est dans la surface. Le centre c'est fini. But de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc. Et voilà, ouais, moment forcément mémorable. Hein, donc but en or de Laurent Blanc et les Bleus qualifiés en quart, une ambiance de folie. J'aimais bien le but en or en plus, moi. Ça me manque un petit peu. Si, j'aimais bien. Mais peut-être parce que j'étais alors on très était jeune. champion d'Europe grâce au but en or. Bah ouais, ça nous a plutôt réussi. Ils ont commencé à péter un câble. buts en or. Ils ont commencé à péter un câble avec le but en argent. Je sais pas si tu te rappelles. But en argent. Ah ouais, terrible. Non, si c'était en prolongation. C'était sur le mi-temps. En gros, si tu marques à la mi-temps,
Fin, c'est bon, c'est terminé. gagné. Mais ça, effectivement, Ça, le c'était but trop, en là. or, ça nous a vraiment réussi, parce que on a été, du coup, effectivement, finale de la Coupe du Monde, en 8e de finale de la Coupe du Monde 98, en demi-finale et en finale de l'Euro 2000, et en finale de la Coupe des Confédérations aussi en 2003. Voilà, donc des buts en or comme ça. Mais bon, celui dont on se souvient, les gars, c'est Jules, c'est ce but-là de Laurent Blanc. C'était De Laurent Blanc, c'était c'était très égagué aussi quand même. très aigué. Finale, Surtout très aigué contre prolongation. l'Italie. Ouais. Alors que tu perdais 1-0. Hein. Ouais, On va se exactement. souhaiter de ne pas aller en prolongation face au Paraguay, même s'il y a plus le but en or. Si on peut régler ça avant, quand même, on va s'éviter ça. Ça veut dire que c'est une guerre de tranchées. Non, je l'espère quand même. Ça devrait ne pas aller en prolongation, mon cher François. Il y a 2 matchs. Il y a un match où le Paraguay mène. Et le Paraguay, est-ce qu'aujourd'hui, les auditeurs, nous autour de la table, on peut dire, ils vont pas avoir une seule occasion du match. Parce que contre l'Allemagne, ils en ont, 2. J'ai vu le match. En tout cas, il y en a une qui convertisse, qui est du 100% de réussite. Si vous me dites que le Paraguay n'aura aucune occasion du match, ok, ça va dérouler. S'ils en ont une et qu'ils la convertissent avant que Plus la France compliqué. ouvre le score, là, on a un autre match. Et ce match-là, ça va être un match pourri. Et en plus, tu viens de rappeler les conditions météo. Ah, ça va être compliqué. Pas impossible, hein. Très dur. Et ce qui est sûr, c'est que les conditions météo, t'as raison d'en parler, ça fait partie de l'environnement du match, sont complètement favorables aux Paraguayens qui Ils ont que ce l'habitude soit- de jouer ont dans ces l'habitude. conditions. Ces conditions, que ce soit l'humidité haute, c'est quelque chose qui peut les avantager. Ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Ce qu'ils viennent faire face à l'Allemagne, c'est historique pour eux. Et il y a eu un jour férié dans tout le pays décidé par le président paraguayen. Donc là, c'est pareil. En fait, je rejoins François sur il peut y avoir 2 matchs et il peut y avoir 2 manières d'aborder le match pour les Paraguayens. Soit c'est on n'a plus rien à perdre, on est complètement porté par cette dynamique lancée par l'Allemagne. Soit c'est tu vois, il y a une sorte de on est délivré, on a fait bien plus que ce à quoi on attendait. Alors je dis pas qu'ils vont du tout bazarder le match, évidemment que non, mais il peut y avoir quelque chose, une retombée derrière en termes de tension, en termes d'adrénaline où voilà, les Paraguayens derrière ne réitèrent pas. Ça reste un exploit ce qu'ils ont fait face à l'Allemagne, une Allemagne qui est moins forte que nous. T'as raison sur le fait qu'on est friable défensivement et que sans doute une occasion et demie peut leur permettre de marquer un but. Ce qu'on a avec les Allemands non pas, c'est une attaque de feu. Donc on peut, si on en encaisse un et qu'on en met 3 derrière, on règle la question, quoi. Ouais, ça va être Côté paraguayen, t'as aussi le fait d'avoir joué 120 minutes. T'as été au bout d'une prolongation face aux Allemands. T'as quand même laissé des plumes. Est-ce que dans ces conditions climatiques, avec peut-être jusqu'à 40 degrés sur la pelouse, tu vas arriver physiquement frais et en mesure de rivaliser avec l'équipe de France qui, elle, s'est quand même baladée face à la Suède, n'a pas laissé de plumes. Enfin, je veux dire, physiquement, la France, elle se porte plutôt très bien depuis Et le ils ont début fait du moins mondial. tourner que nous depuis le début de la Coupe du Monde aussi. Pour rester sur la partie physique, nous on a eu cette chance de pouvoir un peu faire respirer certains, pas les meilleurs, mais en tout cas certains. Eux, sur la profondeur de banc, il y a évidemment moins de choix que nous. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit peu de poésie? Oula. Parce que j'ai lu et réécouté la déclaration de. Tu viens d'accord. Je sens que t'as envie. Je sais que t'as envie, on François. a tous envie, oui. Moi, Joseph, pour se moquer de toi, on peut avoir très envie que tu fasses de la Quand tu parles de poésie, je vois ça comme une menace. Hein. Ah oui, bah ça, t'as raison parce que eh ben, quand tu vas Vas-y, vas-y, entendre lance ces ça, quelques lance ça. vers, tu vas tout à fait comprendre que Non, c'est mais t'as une un pari menace. avec ta copine ce soir, c'est pour ça que tu veux être poète. Non, c'est le sélectionneur paraguayen, c'est la décla qu'il a fait en parlant justement après le match contre l'Allemagne, et c'est la décla qu'il a faite qui est assez forte pour se rendre compte de ce qu'on va affronter. En fait, tout simplement, il a dit: nous venons de la terre rouge. Notre maillot arbore les couleurs de cette terre où beaucoup d'entre nous ont commencé à jouer pieds nus. Nous sommes le fruit de sacrifices de nos parents qui font tout leur possible pour que les enfants puissent s'entraîner. Je ne renierai jamais mes origines car elles nous définissent en tant qu'individus et en tant qu'équipe. Cette victoire, ce fut une démonstration absolue de respect de soi et de conviction, un mélange de sang, de sacrifice et d'utopie qui a rendu possible l'impossible. Voilà, et en gros ce qui se dit, c'est que C'est une phrase de Torero quand même, hein, ce qu'il nous a Ouais, fait. exactement. Non, mais faut se rendre compte de qui on va affronter, parce que ce sélectionneur, du coup, Gustavo Alfaro, il a ramené ce qu'ils appellent là-bas la Guara Guarani. Voilà. Et donc c'est La Gara. quelque chose, la Gara, tout Pas à la fait. Gua, Ouais, voilà, la Gara. Guara, la Gara, exactement, mon cher François. Non, tu mais vois. voilà, c'est, je parle pas encore. Il très n'est bien pas que espagnol. capverdien, attention. Il est C'est exactement. l'homme à voyager. Hein. Il Méfiez-vous. sait parler beaucoup de langues. Exactement. Non, mais disons que le Paraguay avait un peu perdu ça et lui il l'a ramené. Et donc on a, j'ai l'impression la Suède c'était pas vraiment une équipe, c'était un peu compliqué. Là on affronte vraiment un bloc. un bloc de guerriers quoi. Ouais, mais un bloc de guerriers. Alors, le bloc de guerriers, si vous avez regardé le premier match contre les États-Unis, ils ont voulu jouer au foot, ils se sont fait ouvrir, ils en prennent 4. Ils vont pas jouer au Après, foot. ils ont hein. perdu Contre la Turquie, ils sont à 10 contre 11. Il faut rappeler quand même que c'est l'équipe qui prend le plus de cartons dans cette compétition. Ouais, exactement, ouais. Là, ils jouent
un peu plus dans l'ADN du football paraguayen, 9 cartons jaunes, mettre le but et pourrir un peu le match. Et alors qu'ils ont quand même de bons joueurs, mais ok, c'est leur ADN, c'est respectable. Ils arrivent à battre les Turcs, une équipe qui a franchement raté son mondial à 10 contre 11. Ouais, et après, ils font un nul contre l'Australie, qui est une équipe très physique comme eux. Ouais. Et contre l'Allemagne. Bon, ce match contre l'Allemagne, c'est une guerre de tranchées, encore une fois. Il y a un but allemand qui est justement refusé, mais normalement, l'Allemagne doit passer. Mais t'as vu que dans sa déclat, il parle pas de foot. Il parle d'état d'esprit, il parle de mentalité, il parle de culture du combat et autres. Et donc t'as raison. Je pense qu'ils ont essayé de faire du foot un match. Ils ont compris que c'était pas pour eux. Enfin, en tout cas, le foot comme on l'entend, et que ça va être avant tout un combat. Et je rejoins Joseph sur le fait que la proposition des Paraguayens va sans doute être très différente de celle proposée par les Suédois, qui ont sans doute plus de talent, technique et autres. Mais alors qu'ils sont arrivés, les mecs complètement démunis. Moi, à la mi-temps, quand on a failli partir à 0-0, je me suis dit, porte bien le jaune, quoi. Ils ont une chance de cocu de partir à 0-0 compte tenu du nombre d'occasions qu'ils avaient. L'avantage, c'est que je l'ai pas inventé, moi, heureusement. Ouais, moi je vais être attaqué en diffamation par tous les vendeurs de meubles Ikea pour ça, mais non, mais voilà, je pense que c'est sûr qu'ils vont arriver avec autre chose à proposer, et ce football énergivore, parfois violent, 9 cartons jaunes, c'est qu'il y a un peu de violence aussi, ça peut nous poser des problèmes dans le combat, et en rouge, dans le combat au milieu de terrain, sur lequel on a progressé, qui est pas notre force. Et alors, une fois de plus, on est au-dessus, mais ils peuvent nous embêter, c'est sûr. Effectivement, du coup, on va écouter Bradley Barcola, qui est en conférence de presse, et il a expliqué finalement que ça va pas forcément être facile d'attaquer un bloc aussi bas, quoique lui, il a peut-être l'habitude. On écoute. On sait que ça va être compliqué. Après, pour ma part, je commence à avoir l'habitude avec la Ligue 1. On joue beaucoup d'équipes qui jouent bas, donc il va falloir essayer de trouver des alternatives, plus venir dans les pieds, repartir, et après ça va le faire. Là-dessus, peut-être, Jules, on peut compter aussi sur l'expérience des joueurs du Paris Saint-Germain, que sont Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, parce que eux, c'est toute l'année qu'ils jouent des blocs très très bas. Et on peut aussi citer Kylian Mbappé au Real Madrid et d'autres. Voilà, ce sont des grands joueurs qui ont l'habitude d'avoir le ballon et donc d'attaquer des blocs bas. Ouais, et puis aussi de se passer le ballon pour essayer de trouver les espaces. Il y a un moment, va pas falloir tergiverser. Je veux dire, il va falloir marquer pour pouvoir aller s'imposer. Et face à une équipe du Paraguay qui est un peu l'exemple typique des équipes sud-américaines, c'est-à-dire j'arrive en Coupe du Monde et finalement je vais jouer tout pour la gagne, et ça me rappelle un petit peu comme ils avaient fait en 2010 où ils se font sortir en quart de finale 1-0 par l'Espagne. Et je crois que sur ce but, ça s'était joué à un rien. Je crois que c'est un penalty qui prennent en plus le Paraguay. Ils avaient vraiment fait jeu égal avec l'Espagne. Donc honnêtement, demain la France devrait passer parce qu'elle a l'habitude de ces blocs bas. Les joueurs qui jouent en Ligue 1 ont l'habitude. Mbappé, tu l'as cité aussi, mais il va falloir être sérieux et pas se faire dépasser, parce que si tu prends un but toi en premier, c'est pas la même histoire. Ouais, ça va être compliqué. Après, on a l'impression que c'est même plus qu'une impression, mais que l'équipe de France, Manu, elle arrive avec tout ce qu'il faut, avec une confiance totale, et même avec un Didier Deschamps qui a même plus de questions sur son 11. Voilà, on a l'impression qu'il va aller au bout du mondial, potentiellement, s'il y va, avec ce 11-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, le 11, il a été réglé. Il a été réglé au dernier match. Les 3 interrogations qu'on avait, c'était Doué ou Barcola, Tchouaméni ou Koné et Digne ou Hernandez. Il y a répondu. Et je pense que pour le coup que ces 3 choix sont pertinents. Le seul qui peut peut-être un peu ronger son frein, c'est Doué, parce qu'il a pour le coup vraiment, sur les 3, lui, rien à se reprocher. Je trouve que ce qu'il a eu à montrer, il l'a montré. Mais oui, on a un 11, on arrive avec des certitudes. Là, il y aura pas d'excès de confiance parce que Deschamps sait gérer ces situations et il va faire en sorte que les gars n'arrivent pas les mains dans les poches, claquettes, chaussettes. Donc oui, j'ai peu de doutes sur le fait qu'on arrive dans un bon état d'esprit. Et finalement, Deschamps, il a fait ce qu'il a fait en 2018, un petit peu aussi en 2022. Il construit son 11 pendant la compétition. Et quand on arrive sur les matchs décisifs, même si c'est que le Paraguay, ça reste un match décisif, c'est un 8e de finale. Oui, on arrive avec des certitudes et ça tombe bien parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les avoir. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. De ton côté, François? Non, je bouge rien. La seule chose auquel je pense par rapport au match d'hier soir maintenant, c'est le facteur de quand même la chaleur, ce dont tu as déjà parlé. Important, parce que un bloc très dense et très bas, faut jouer vite. Quand tu commences à cramer parce qu'il fait très chaud, très humide en fait, c'est l'humidité 44. Beaucoup d'énergie. Alors ça va pomper l'énergie des deux côtés, mais il faut jouer vite, fixer d'un côté pour vite basculer de l'autre. Et s'il fait effectivement, en plus tu as parlé du taux d'humidité, très chaud, et que tu te casses les dents sur ce bloc-là, qui va être comme une espèce de falaise, voilà,
c'est ma crainte, elle est là, mais je pense que c'est la crainte qu'on partage tous, c'est de t'user encore et toujours contre ce mais Rocher. Paradoxalement, moi je crains pas que le 0-0 traîne un peu au fil des minutes. Je crains ce que disait François, que le Paraguay ouvre le score très vite. Où là, ça va être des guerriers. Il faut faire attention à qui, parce que comme joueur, Almiron, il y a Almiron et il y a Enciso de Strasbourg. Ouais, c'est les deux principaux dangers, mais le danger il est collectif dans cette équipe. C'est des gars, voilà, t'arrives, t'as 11 guerriers. Mais oui, Almiron pour moi c'est qui a connu le haut niveau avec Newcastle, qui est revenu à Atlanta là, cet été. C'est sans doute le leader technique de cette équipe et c'est celui qui va un petit peu surnager, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il faut être méfiant, c'est pas les plus grands, mais en termes de combinaison, les Paraguayens, ils peuvent être créatifs. Donc il faut qu'on soit sur nos gardes. On peut pas se permettre d'être en dilettante, et je pense pas qu'on le sera. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier quart d'heure, moi, si on prend pas de but dans le premier quart d'heure, je pense que derrière ça va aller. Mais si tu prends un but, les mecs derrière, ils peuvent se mettre une pile jusqu'à la fin du match. Donc attention. Quoi. Et autre aspect véritablement rassurant, c'est de se dire, certes, il a trouvé son 11, Jules, mais en plus, on a l'impression qu'il y a au moins 5-6 joueurs qui peuvent, enfin 5-6 non, il y a au moins 4-5 joueurs qui peuvent rentrer sans que l'équipe de France perde en qualité. Oui, mais ça c'est parce qu'aussi on a une profondeur d'effectif qui est plus à démontrer. On a des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, qui sont dans l'équipe et qui répondent présents quand ils rentrent. Donc finalement Didier Deschamps il peut que s'en frotter les mains. C'est-à-dire que si j'ai un élément qui est pas sur la pelouse, je sais que celui qui va rentrer, il va faire le travail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous on va devoir se découvrir, mais les Paraguayens aussi ils vont devoir se découvrir et eux aussi peuvent laisser de l'énergie et ça peut nous. Après, ils peuvent aller au tir au but, je pense. Ça j'espère pas. J'espère pas. Parce que ça risque d'être un match très usant pour les organismes, avec, comme on le répète, la chaleur. Donc, je suis pas sûr que, en vue d'un potentiel quart de finale face, c'est les Marocains qu'on peut potentiellement prendre en quart de finale. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'aller aux prolongations. Donc, je pense que l'équipe de France va vouloir assurer dès le départ. Mais attention aux Paraguayens, ouais. Ouais. Voilà pour cette preview de France-Paraguay. Alors bien évidemment l'émission n'est pas terminée. On va se retrouver ensuite pour parler de ce but refusé à la Croatie à cause d'une technologie et on commence à se demander si finalement dans ce football l'arbitrage est peut-être pas un peu trop rigide, mon cher François. C'est toi qui vas défendre cet avis-là. Et sachez que pour l'équipe de France on se retrouvera donc lundi. D'ailleurs c'est toi Manu qui sera absolument je serai exactement. Et on va plus avoir de poésie. Tu en auras de la vraie pour le coup. Parce que lui, il fait de la vraie belle poésie. Je te chauffe la place parce que tu reviens jeudi. T'inquiète pas, le trône sera propre. 3 jours quand même. 3 jours avec toi. Ouais, 3 jours sans toi aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'espère qu'on aura l'équipe de France avec nous, parce que moi, je m'en cogne complètement de vos deux faces. Je veux surtout que l'équipe de France soit encore en lice. Non, on flatte nos égos, on est bien tous les deux. Je vous adore. Allez, on se retrouve dans un instant dans les tontons du mondial pour parler technologie, VAR et but refusé et arbitrage. À tout de suite. 20h-21h, les tontons du mondial. Et oui, on a tous été assez hallucinés face à cette fin de match entre le Portugal et la Croatie. La Croatie, on pensait qu'ils avaient chopé la prolongation. Eh ben, ça n'a pas été le cas. But refusé. Pourquoi ? Eh bien, on va tout vous expliquer et on va aller sur le penalty de François Manardo. On est ensemble dans les tontons du mondial jusqu'à 21h avec Jules Boscherini, François Manardo et Emmanuel Galasso. Les tontons du mondial, le penalty. Et oui, c'est Josko Gvardiol qui pensait avoir égalisé. On était à la 113e minute de jeu pour offrir une prolongation à la Croatie. Mais après l'intervention du VAR, l'arbitre a refusé le but. Pourquoi ? Une position de hors-jeu du passeur Mario Pasalic à cause d'une déviation du bout des cheveux d'Igor Matanovic décelé par le capteur situé dans le ballon. Et c'est justement ce capteur qui a changé le destin du match. Et c'est une nouveauté qui s'appelle le SNICO. Le SNICO, c'est le SNICKO. C'est une technologie qui s'inspire d'ailleurs du cricket, où elle est utilisée pour déterminer si un batteur a touché la balle. Et elle a été introduite par la FIFA au mondial quand même en 2022. Donc on n'en avait pas entendu parler jusque-là. Enfin, pas tant que ça. Et grâce à ce capteur intégré au ballon, le système permet d'identifier avec précision le moment exact sur n'importe quel contact et donc même un léger effleurement de cheveux, ce qui est assez hallucinant. Et donc pour toi, François, finalement ça montre que l'arbitrage dans son idée devient peut-être un peu trop rigide. Dans sa philosophie. Alors, Duralex,
Sedlex, un peu de latin, ça n'a jamais fait de mal, les amis. Autrement dit, et pour ceux qui verraient les préservatifs, là où il est question de culture latine, je traduis, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais dur ne rime pas toujours avec rigide, ma chère Clara, mon cher Joseph. Allez, cette rigidité, celle donc d'un cheveu croate détecté par la puce électronique d'un ballon de foot, c'est celle qui transforme la fin de Portugal-Croatie en farce, son arbitrage en guignol technologique et qui efface l'esprit des lois de l'arbitrage en règles lourdingues, sans moelle, sans idée. Bienvenue dans l'ère d'un arbitrage rigide. Et c'est tout sauf un hasard. Le patron de l'arbitrage mondial, Pierluigi Collina, italien de son état, qui fut le meilleur arbitre du monde, biberonné à l'école, justement, italienne de l'arbitrage. Cette école a toujours été à l'image d'un courant de pensée très transalpin, très italien. La méthode, rien que la méthode, toujours la méthode. Pour tout, partout, de la cuisson des pâtes au verre de Murano. Les réformes de l'arbitrage, depuis l'avènement d'une nouvelle présidence à la FIFA et la nomination de Collina, ont détourné l'outil technologique au service de cette rigidité. L'arbitre, autrefois interprète inspiré, ou zélé, ou calamiteux des lois du jeu, s'est transformé en ingénieur informatique planqué derrière la technologie. Résultat, pas un cheveu qui dépasse, Duralex, donc, je retraduis, la loi est dure, mais ça n'a jamais signifié qu'elle était bornée. Ouais. Alors, après la poésie, le latin. J'aime beaucoup cette émission des tontons. Ouais. Tu vois, François, on step up tous. Prochaine étape, un poème en latin. Et alors là, les gars, là on a fini. C'est Jules. C'est Jules qui comme ça. Du boulot. En latin, même si on n'en a pas fait, on sait un peu ce que ça veut dire. Ah, exactement. Pour moi, c'est un personne n'a fait de latin autour de latin. Pardon, Joseph, je vous ai confondu avec. Moi, j'ai fait du latin, mais Duralex, pour moi, c'était juste une entreprise française qui s'est cassé la gueule. Exactement. Moi, je me suis arrêté là. Je suis arrêté au vert Duralex. Jules, c'est vrai que ça devient un peu ridicule ou pas, ou alors selon toi, finalement, comme le dit François, Duralex, Sedlex. Duralex, Sedlex, oui, mais bon, quand on voit ce qui s'est passé hier soir, ça a de quoi soulever quelques questions. Duralex, Sedlex, mais je m'en fous, quoi. Ouais, non, mais en fait, à un moment, faut arrêter. Enfin, je veux dire, non, mais dans ce cas-là, ça veut dire, je vais mettre mes mains comme ça, le ballon, il va passer à côté de ma main, il a effleuré, bon, peut-être pas le bon exemple, parce que le football, on n'a pas le droit d'utiliser la main. Mais, je veux dire, en fait, à un moment, pour un cheveu, on peut pas annuler le but. Enfin, c'est pas le fait que ça ait effleuré le cheveu qui a mis en jeu l'attaquant et qui, donc, du coup, a fait le hors-jeu. Au point qu'on comprenait même pas, en fait. Tu vois, François, parce qu'on n'a pas vu. Bon, en fait, on à l'image, on voit pas. On voit la tête de Vega, qui est le joueur portugais, qui dévie le ballon. Et dans les règles du jeu, donc si c'est un joueur adverse qui dévie pour son adversaire qui est en position en jeu, il le remet en jeu. Mais en fait, personne ne voit les cheveux croates effleurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aurait pu aussi être un bout de maillot. Mais est-ce que le maillot, ça aurait considéré que ça aurait remis en jeu aussi? Un postillon, peut-être. Non, mais en fait, là, je suis en partie d'accord avec François sur ce constat, mais ce qui m'embête, c'est qu'on peut pas s'émouvoir de cette finalité. En fait, l'arrivée de la VAR amené à ça, parce qu'à partir du moment où on dit le verdict de la technologie prend le dessus sur l'homme et l'arbitre devient un exécutant de cette technologie, on déresponsabilise les arbitres. Là, on met un avocat avec un sifflet, quoi. Non, mais surtout moi, il y a un truc très simple. La goal line technologie, c'est formidable. Pour moi, on aurait dû s'arrêter à la goal line technologie. C'est mon avis, je suis un peu radical, mais je trouve qu'à partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore de la VAR, forcément, tu t'exposes à ce que quelques années après, selon le choix des hommes, tu parlais de Collina. Oui, Collina, il était déjà jusqu'au boutiste en tant que coach. Il va pas changer son truc. Son temps, il avait des décisions à prendre et du coup, il y avait une personnalité derrière. C'est pour ça qu'on se rappelle de Collina. Joseph, un arbitre qui veut devenir pro, qui se fait former aujourd'hui, tu t'auras jamais un Collina en fin de ligne à l'usine, parce qu'aujourd'hui, tu formes pas des Collina, tu formes pas des personnalités, tu formes pas des gars qui sentent le jeu, qui peuvent imposer leur personnalité pour essayer de calmer les trucs. Non, en tout cas, on le voit pas. Peut-être qu'ils peuvent le sentir. Non, ils ont plus la place pour ça. C'est parce que la technologie prend la place. Tu parles de l'arrivée de la VAR. C'est pas la VAR qui a déformé. C'est la première étape, la VAR. C'est ce qui suit après. Non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas la VAR qui a déformé. C'est le mode opératoire de la VAR. Quand tu regardes d'autres sports où la vidéo, est utilisée, elle est aussi entre les mains des acteurs du jeu. Des entraîneurs peuvent demander l'arbitrage vidéo. C'est le cas, par exemple, puisqu'on est aux États-Unis dans le football américain. Là, c'est les arbitres et seulement les arbitres qui ont accès à cet outil-là. Et ils l'ont, et moi je peux le comprendre, après des décennies à se faire fracasser pour leurs erreurs, et ils l'ont utilisé pour se couvrir. C'est ce que je dis dans mon péno, c'est que
au lieu que ce soit entre certaines mains des acteurs du jeu, alors ils en font partie les arbitres, mais aussi les entraîneurs, et vous le savez peut-être pas, mais il y a une autre discipline dans le football qui est le futsal, où l'arbitrage vidéo est utilisé, et c'est pas les arbitres qui peuvent faire appel à l'arbitrage vidéo seulement, c'est aussi les entraîneurs. Ouais, mais si les entraîneurs portugais avaient pu faire appel à l'arbitrage vidéo, ben moi j'aurais été un peu plus soulagé que ce ne soit que les arbitres avec une puce dans un ballon. Dans ce mondial, on court après chaque minute parce qu'on veut foutre des écrans pubs. Si tu commences en plus de l'arbitre qui intervient à proposer, sujet, est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est impossible parce que le modèle de cette Coupe du Monde et le temps qu'on laisse et sur le temps de jeu effectif qu'on veut toujours plus grand, tu vas pas rajouter plus d'acteurs pour donner leur avis sur une action. Manu, je préfère plus de justice dans le sport que de pause marketing. Je suis d'accord avec toi, mais si on a plus de justice et que, hier on a eu quand même 16 minutes de temps supplémentaire. 16 minutes, parce que ça a été une situation foutraque sur l'utilisation de la VAR sur la puce. Effectivement, là, on a touché au grand guignolesque. Si ça doit amener plus de justice, moi, les 16 minutes, parce que c'est un coach qui demande l'arbitrage vidéo plutôt que les arbitres dans le camion VAR, là, je souscris. En revanche, quand c'est les fameuses pauses de rafraîchissement, là, on sait que c'est du pipeau. Il y avait 3 stades avec des stades. Bon, demain, ça servira le Education. François, il faut repartir de zéro, de nouvelle base. Il faut que l'IFAB, elle refasse les lois autour de la VAR, de son utilisation. C'est l'IFAB quand même. C'est l'instance qui régit les lois du jeu, pour faire simple. Voilà, il faut repartir de zéro. Là, je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases et qu'avec les meilleures intentions du monde, tu peux plus corriger le tir. Moi, je suis pas pessimiste. J'en ai peur. Tu as raison, j'en ai peur. Et tout ça à cause des Italiens, du coup, si j'ai bien compris. Il y a toujours des Italiens dans le lot de toute façon. Les Italiens, Elvin De Fazio, on pense à toi, les Italiens, ils ont toujours eu par ADN un arbitrage tatillon, très pointilleux. C'est pas franchement l'arbitrage britannique tel qu'on le connaît aussi qui laisse un peu plus jouer. Ils sont très dogmatiques les Italiens et le patron de l'arbitrage mondial, c'est un Italien et il a participé à apporter sa culture italienne de l'arbitrage. On peut pas lui en vouloir. Il est comme ça. Il l'a apporté à un niveau mondial. Et je trouve que c'est ce qui transpire, malheureusement, de l'utilisation de la technologie. Elle n'est pas forcément au service du jeu, elle est au service des arbitres. Comme me le souffle notre réalisateur Maxime Sénat, c'est vrai que c'est... Alors effectivement, il nous reste 2 minutes, mais c'est un peu paradoxal dans le sens où, par exemple, les Italiens, on a vu qu'ils ont donné des consignes pour laisser beaucoup plus jouer d'ailleurs. Là où, véritablement, on peut se dire qu'ils auraient voulu être vraiment... Oui, mais ça c'est supporté par le fait que tu as 10 secondes. Tu te relèves, sinon il faut faire venir les médecins. On en revient à la même chose. Ce qu'ils veulent, l'obsession, c'est augmenter le temps de jeu effectif. Quand c'est le reste hors Coupe du Monde, en championnat, en Ligue des Champions et autres, le temps de jeu effectif, c'est pour que ce soit plus vendeur, plus attractif, que le foot soit plus sympa. Temps de jeu effectif et en termes de fautes dans la surface, ils veulent mettre des technologies à fond pour éviter que les arbitres soient en fait les plus protégés possibles, parce que eux-mêmes, et pas que Joseph. Peut-être subi. Et si tu fais ça, qu'est-ce que tu tues? Qu'est-ce que tu enlèves? Si on fait ça, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève l'essence de l'arbitrage qui est l'interprétation. Et donc l'humain qui a derrière le sifflet. L'interprétation, oui, l'interprétation, c'est pas la machine. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'interprétation. Toujours intéressant. Par rapport à l'interprétation, dans ce cas-là, il faut que l'arbitre, il ait un peu comme au rugby, une question qui soit posée et qui ne soit pas déjugé. Qui la poserait? Mais l'arbitre. C'est à l'arbitre de prendre sa responsabilité et de dire voilà, moi j'ai vu ça. C'est le cas dans le rugby. Moi je trouve que ce serait aux entraîneurs d'avoir, comme dans le football américain, la possibilité de poser la question. Au gros des challenges. Comme ça existe dans le futsal, des challenges où François demande à vérifier l'émission, mais tu l'as bien terminé, bravo. Ouais. Avec le t-shirt du Cap-Vert, en tout cas, on espère pour François que le Cap-Vert va gagner, on l'espère. Les requins bleus. Lionel Messi, merci à tous de nous avoir suivis dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. On se retrouve donc lundi de 20h à 21h avec Nabil Djellit, Eric Blanc, François Manardo. On sera juste avant d'ailleurs le choc des 8e Portugal-Espagne, et ce sera toi, Manu, aux manettes sur les 3 premières émissions de la semaine. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous dans les Tontons à lundi pour retrouver les Tontons, et tout de suite vous retrouvez Jacques Pessis. Oui, François. Allez les Bleus. Et allez les Bleus, exactement, contre le Paraguay bien évidemment. Et tout de suite vous pouvez écouter Jacques Pessis, les clés d'une vie. Il reçoit Fabien Antoniette, le réalisateur notamment de Camping. Il raconte sa boîte à souvenirs. À tout de suite sur Sud Radio. 20h-21h, les Tontons.